Mon mari insolent a donné ma voiture à sa mère, et quand j'ai découvert cette trahison, j'ai cru que mon monde s'effondrait. Ce que ni lui ni sa famille n'avaient anticipé, c'est que mon père, homme discret et réservé, allait orchestrer une vengeance si parfaite qu'elle les laisserait tous sans voix et changerait à jamais l'équilibre de notre mariage. Je m'appelle Aminata. J'ai 28 ans. Et cette histoire commence par ce qui devait être l'une des plus belles périodes de ma vie. Fraîchement diplômée de mon master en gestion financière, j'avais enfin décroché un poste de responsable comptable dans une entreprise parisienne prestigieuse. Mon salaire me permettait enfin de concrétiser un rêve. Acheter ma première voiture, une magnifique Peugeot 308 blanche que j'avais choisie après des mois de recherche et d'économie. Cette voiture représentait bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle incarnait mon indépendance, ma réussite professionnelle et surtout ma liberté retrouvée après des années d'études acharnées. Chaque matin, quand je démarrais le moteur dans le parking souterrain de notre immeuble à Boulogne-Billancourt, je ressentais une fierté immense. J'avais travaillé dur pour cela, enchaîné les stages non rémunérés, les petits boulots étudiants, et enfin, j'avais ma récompense. Mon mari Julien, que j'avais rencontré pendant mes études à l'université Paris-Dauphine, avait d'abord semblé partager mon bonheur. Fils unique d'une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, il avait grandi dans le confort et n'avait jamais vraiment eu à se battre pour obtenir quoi que ce soit. Son père dirigeait une petite entreprise de conseil et sa mère, Françoise, était une femme au foyer qui s'occupait activement de diverses associations caritatives du 16e arrondissement. Au début de notre relation, Julien me paraissait attentionné et respectueux. Il admirait ma détermination, ma capacité à jongler entre travail et études, et semblait sincèrement fier de ma réussite. Nous nous étions mariés l'année précédente dans une cérémonie intime, malgré quelques tensions avec sa famille qui avait mis du temps à accepter notre union. Françoise, en particulier, avait multiplié les remarques désobligeantes, remettant subtilement en question mes origines sénégalaises et ma légitimité dans leur cercle social. Mais c'est après notre mariage que j'ai commencé à découvrir une autre facette de mon époux. Les premiers signes de son arrogance grandissante sont apparus progressivement. Il se permettait des commentaires condescendants sur mes habitudes alimentaires, critiquait ma façon de m'habiller pour le travail, et surtout, il commençait à considérer mes biens comme naturellement partagés, voire à sa disposition. La situation s'est dégradée quand sa mère a commencé à avoir des problèmes avec sa propre voiture, une vieille Mercedes qui tombait régulièrement en panne. Françoise se plaignait constamment des coûts de réparation et de l'inconfort de devoir prendre les transports en commun, ce qu'elle considérait manifestement comme indigne de son rang social. Elle avait pris l'habitude de faire des allusions de plus en plus directes sur le fait que j'avais une voiture récente qui pourrait parfaitement convenir à ses besoins. Julien, au lieu de défendre nos intérêts de couple ou de proposer des solutions alternatives, semblait de plus en plus réceptif aux doléances de sa mère. Il commençait à suggérer que je pourrais occasionnellement prêter ma voiture à Françoise, arguant qu'elle en avait plus besoin que moi puisque je travaillais en centre-ville et pouvais facilement prendre le métro. J'avais fermement refusé ces propositions. Cette voiture était le fruit de mon travail personnel, acheté avec mes propres économies avant notre mariage, et je ne voyais aucune raison de la mettre à disposition d'une femme qui n'avait jamais montré le moindre respect pour mes efforts ou ma réussite. Mais Julien insistait, me reprochant mon égoïsme et mon manque de solidarité familiale. La tension montait dans notre foyer. Julien devenait de plus en plus agressif dans ses reproches, me reprochant de créer des conflits familiaux pour une simple voiture. Il utilisait des arguments de plus en plus manipulateurs, me disant que si j'aimais vraiment notre couple, je ferais cet effort pour sa mère. Françoise, de son côté, multipliait les remarques acides lors des repas de famille, laissant entendre que mon attachement à mes biens matériels révélait une éducation défaillante. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Ce matin fatidique de novembre, je m'apprêtais à partir au bureau quand j'ai découvert que ma place de parking était vide. Mon cœur s'est immédiatement mis à battre la chamade. J'ai d'abord pensé à un vol, puis j'ai remarqué que les clés de ma voiture avaient disparu de leur emplacement habituel sur le meuble de l'entrée. Une terrible intuition m'a envahi. J'ai immédiatement appelé Julien,
qui était déjà parti soi-disant pour son travail. Sa réaction a confirmé mes pires craintes. Sans même essayer de nier, il m'a annoncé d'un ton désinvolte qu'il avait prêté ma voiture à sa mère pour quelques jours, le temps qu'elle trouve une solution pour la sienne. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé, sa réponse m'a glacée. Il estimait qu'en tant que couple marié, la décision lui revenait autant qu'à moi, et que j'étais trop égoïste pour comprendre les besoins urgents de sa famille. Cette conversation téléphonique a révélé un niveau d'arrogance et de mépris que je n'avais jamais soupçonné chez lui. Il m'a expliqué que sa mère avait absolument besoin de se rendre à ses activités associatives, que c'était plus important que mes trajets domicile-travail et que de toute façon, une femme comme moi devrait comprendre l'importance de la solidarité familiale. Il a même ajouté que sa mère saurait mieux entretenir ma voiture que moi, insinuant que j'étais négligente dans son usage. J'ai tenté de lui expliquer calmement que cette voiture représentait bien plus qu'un simple moyen de transport, qu'elle était le symbole de mon indépendance et de ma réussite professionnelle. Sa réaction a été encore plus choquante. Il a éclaté de rire, me disant que j'exagérais dramatiquement la situation, que ce n'était qu'une voiture après tout, et que je ferais mieux de me concentrer sur des choses plus importantes comme l'harmonie familiale. Ce qui m'a le plus blessé, c'est qu'il a remis en question ma légitimité à posséder cette voiture. Il a laissé entendre que j'avais eu de la chance d'obtenir mon poste, probablement grâce à des quotas de diversité, et que ma voiture était donc indirectement financée par un système qui m'avantageait injustement. Cette remarque raciste déguisée m'a fait réaliser à quel point les préjugés de sa famille avaient déteint sur lui. Pendant cette conversation, j'entendais en arrière-plan la voix satisfaite de Françoise, qui donnait des instructions pour régler les rétroviseurs. Elle s'était manifestement installée au volant, comme si la voiture lui appartenait désormais. Cette scène m'a donné la nausée. Non seulement mon mari avait trahi ma confiance, mais il permettait à sa mère de s'approprier mon bien le plus précieux, sans aucun remords. J'ai raccroché, tremblante de colère et d'humiliation. Pour me rendre au travail ce matin-là, j'ai dû prendre une série de transports en commun bondés, ce qui m'a fait arriver en retard à une réunion importante avec des clients. Mes collègues ont remarqué mon état d'esprit perturbé, mais j'étais trop fière pour expliquer la situation humiliante que je vivais. Toute la journée, j'ai ressassé les événements du matin. Je réalisais que cette histoire de voiture n'était que le révélateur d'un problème beaucoup plus profond. Julien ne me respectait pas en tant que personne, encore moins en tant qu'épouse. Il me considérait comme une extension de lui-même, dont les biens et les désirs devaient naturellement s'effacer devant les besoins de sa famille d'origine. Le soir même, quand je suis rentrée chez nous, après un trajet épuisant en RER, Julien m'attendait avec un sourire suffisant. Il m'a annoncé que sa mère était ravie de ma voiture, qu'elle la conduisait beaucoup mieux que prévu, et qu'elle envisageait de la garder encore quelques semaines. Il a ajouté avec désinvolture qu'il avait promis à Françoise qu'elle pourrait l'utiliser quand elle le souhaitait, puisque nous habitions en ville et que nous n'avions pas vraiment besoin d'une voiture au quotidien. Cette décision unilatérale était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Julien venait de transformer ma voiture en voiture de sa mère, sans me consulter, sans tenir compte de mes sentiments, et surtout sans reconnaître que cette voiture m'appartenait légalement et émotionnellement. Il avait non seulement violé ma confiance, mais aussi mon droit de propriété le plus élémentaire. Quand j'ai tenté de protester, sa réaction a été encore plus révélatrice de son vrai caractère. Il s'est emporté, me reprochant de créer des drames pour rien, d'être ingrate envers sa famille qui m'avait pourtant accueilli malgré mes origines, et de manquer de maturité conjugale. Il a conclu en me disant que si je n'étais pas capable de comprendre les priorités familiales, c'est que je n'étais peut-être pas prête pour le mariage. Avez-vous déjà vécu une situation où votre conjoint a trahi votre confiance de manière aussi flagrante? Partagez en commentaire. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. L'arrogance de Julien et l'appropriation de ma voiture par sa mère tournaient en boucle dans ma tête. Mais au-delà de la colère, c'est un sentiment d'humiliation profonde qui m'envahissait. Je réalisais que mon propre mari me considérait comme une citoyenne de seconde zone dans notre couple, dont les biens et les sentiments pouvaient être sacrifiés sans consultation au profit de sa famille d'origine. Le lendemain matin, la situation s'est encore aggravée. Françoise a eu l'audace de m'appeler directement pour me remercier de ma générosité,
mais d'une manière qui sonnait davantage comme un ordre que comme de la gratitude. Elle m'a expliqué qu'elle avait pris rendez-vous chez son coiffeur avec ma voiture, puis qu'elle comptait faire ses courses dans le 16e arrondissement, car elle trouvait les commerces de notre quartier de Boulogne-Billancourt pas assez raffinés pour elle. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle a mentionné avoir fait installer un nouveau parfum d'intérieur dans ma voiture, un parfum qu'elle préférait au mien. Elle avait également fait nettoyer les sièges selon ses propres standards d'hygiène, laissant entendre que ma façon d'entretenir mon véhicule était insuffisante. Cette femme ne se contentait pas d'utiliser ma voiture, elle la transformait selon ses goûts personnels. Quand j'ai tenté d'expliquer à Françoise que j'avais besoin de récupérer ma voiture pour mes propres obligations professionnelles, sa réponse m'a laissé abasourdi. Elle m'a dit que Julien lui avait assuré que je pouvais parfaitement me débrouiller avec les transports en commun, que c'était même mieux pour l'environnement, et que de toute façon, ces activités associatives étaient le plus importantes que mes trajets personnels puisqu'elles œuvraient pour le bien commun. Elle a ajouté, avec un mépris à peine voilé, que dans sa génération, les femmes savaient faire des sacrifices pour l'harmonie familiale et qu'elle espérait que je finirais par comprendre l'importance de la hiérarchie des priorités. Cette leçon de morale venant d'une femme qui s'appropriait mes biens sans autorisation était d'une ironie saisissante. L'après-midi même, la situation a pris une tournure encore plus humiliante. Une collègue m'a envoyé une photo prise dans le 16e arrondissement où elle avait aperçu ma voiture garée devant une boutique de luxe. Sur la photo, on voyait clairement Françoise sortir de ma Peugeot, chargée de sacs de shopping haut de gamme, comme si elle était la propriétaire légitime du véhicule. Cette image m'a fait réaliser l'ampleur de l'humiliation que je subissais. Non seulement ma belle-mère utilisait ma voiture sans autorisation, mais elle l'exhibait publiquement comme si elle lui appartenait, créant potentiellement des malentendus embarrassants dans mon cercle professionnel et social. Le soir, quand Julien est rentré, j'ai tenté une dernière fois de lui faire comprendre l'inacceptabilité de la situation. Sa réaction a été pire que tout ce que j'avais imaginé. Non seulement il a refusé de reconnaître avoir commis une erreur, mais il a escaladé le conflit en remettant en question mes valeurs et mon éducation. Il m'a dit que mon attachement matérialiste à cette voiture révélait un manque de générosité culturelle, que dans sa famille, on savait partager et faire preuve de solidarité, contrairement à ce qu'on lui avait enseigné sur les familles africaines, traditionnellement communautaires. Cette remarque était particulièrement perverse, car elle retournait contre moi des stéréotypes sur ma propre culture pour justifier son comportement inacceptable. Julien a poursuivi en expliquant que sa mère méritait plus que moi d'utiliser cette voiture, puisqu'elle avait consacré sa vie au service des autres, contrairement à moi qui ne pensais qu'à ma carrière personnelle. Il a ajouté que si j'étais vraiment mature, je comprendrais que le mariage impliquait de mettre les besoins de la famille élargie avant ses propres désirs égoïstes. Le point culminant de cette conversation désastreuse est arrivé quand il m'a annoncé qu'il envisageait sérieusement de vendre ma voiture pour en acheter une plus grande, plus adaptée aux besoins de sa mère, et que les bénéfices de cette transaction pourraient servir à financer d'autres achats familiaux prioritaires. Il parlait de Emma Voiture comme d'un bien commun dont il pouvait disposer à sa guise. Cette révélation m'a fait comprendre que Julien ne me considérait pas comme sa partenaire égale dans ce mariage, mais plutôt comme une subordonnée dont les possessions étaient à sa disposition. Il avait non seulement orchestré le vol de ma voiture, mais planifiait maintenant de la vendre sans mon consentement. Cette nuit-là, écrasé par l'ampleur de la trahison et de l'irrespect dont j'étais victime, j'ai pris une décision qui allait changer le cours des événements. J'ai appelé mon père, Mamadou, à qui je n'avais encore rien dit de cette situation par fierté et par honte. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages. Mon père Mamadou a écouté mon récit dans un silence qui m'a d'abord inquiété. Homme de 62 ans, arrivé du Sénégal dans les années 80 pour ses études d'ingénierie, il avait toujours été d'une discrétion exemplaire dans ses rapports avec ma vie privée. Contrairement à l'image du patriarche africain autoritaire, papa respectait scrupuleusement mes choix personnels et n'intervenait jamais dans mes décisions conjugales. Quand j'ai terminé de lui expliquer la situation, sa première réaction m'a surprise. Au lieu de s'emporter ou de me donner des conseils, il m'a simplement demandé si j'avais conservé tous les papiers de la voiture, y compris les preuves d'achat et d'assurance.
Puis, il m'a posé une question étrange. Est-ce que Julien et sa famille connaissaient la nature exacte de son travail et de sa position professionnelle? J'ai réalisé que c'était effectivement un sujet que j'avais très peu abordé avec mon mari. Papa travaillait pour une grande entreprise d'ingénierie, mais il parlait rarement de ses responsabilités précises. Julien savait seulement qu'il était ingénieur dans le BTP, ce qui correspondait à l'image assez basique qu'il se faisait des immigrants africains ayant réussi dans des secteurs techniques traditionnels. Mon père m'a alors révélé quelque chose qui m'a stupéfié. Depuis 5 ans, il occupait le poste de directeur technique régional pour Bouygues Construction, supervisant tous les grands projets d'infrastructure en Île-de-France. Il gérait une équipe de plus de 300 ingénieurs et architectes, et son avis était déterminant dans l'attribution de contrats de plusieurs millions d'euros. Cette révélation m'a laissé sans voix. Papa avait toujours été humble concernant sa réussite professionnelle, mais je n'avais jamais imaginé l'ampleur de ses responsabilités. Il m'a expliqué qu'il préférait garder un profil bas pour éviter les jalousies et les sollicitations et que seuls ses plus proches collaborateurs connaissaient l'étendue de son influence dans le secteur du BTP en région parisienne. Puis papa m'a posé une question qui allait tout changer. Est-ce que je savais dans quelle entreprise travaillait exactement le père de Julien? J'ai mentionné que Patrick dirigeait une petite société de conseil en bâtiment, mais je ne connaissais pas les détails de son activité. Mon père a souri d'un air mystérieux et m'a dit qu'il allait se renseigner discrètement sur cette entreprise. 2 jours plus tard, papa m'a rappelé avec des informations qui ont complètement changé ma perspective sur la situation. L'entreprise de Patrick, Conseil technique parisien, était effectivement une petite structure qui dépendait entièrement des contrats de sous-traitance avec les grandes entreprises du BTP. Plus intéressant encore, cette société avait récemment soumis plusieurs offres pour des projets supervisés directement par l'équipe de mon père. Mon père m'a alors révélé son plan, d'une simplicité redoutable. Il allait organiser une rencontre fortuite avec Patrick lors d'une réunion professionnelle, se présenter comme le père de sa belle-fille et observer la réaction de cet homme qui permettait à sa famille de me traiter avec tant de mépris. Il voulait voir comment Patrick réagirait en découvrant que l'homme qu'il pourrait considérer comme un simple immigré africain était en réalité celui qui pourrait faire ou défaire son entreprise. Cette perspective m'a d'abord mise mal à l'aise. Je n'avais jamais envisagé d'utiliser l'influence professionnelle de mon père pour résoudre mes problèmes personnels. Mais papa m'a fait comprendre que ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Il voulait simplement que cette famille comprenne qui j'étais réellement, et par extension, qui ils avaient choisi de traiter avec tant de condescendance. Le plan de mon père était d'une élégance remarquable. Il allait inviter Patrick à une réunion de présentation des nouveaux appels d'offres de Bouygues Construction, une opportunité que Patrick ne pourrait pas refuser étant donné les difficultés financières que traversait son entreprise. Cette réunion aurait lieu dans les bureaux prestigieux de la Défense, dans un environnement qui soulignerait naturellement l'autorité et l'influence de mon père. Pendant que papa orchestrait sa stratégie professionnelle, ma situation personnelle continuait de se dégrader. Françoise avait maintenant pris l'habitude d'utiliser ma voiture quotidiennement, comme si elle lui appartenait définitivement. Elle avait même fait installer un abonnement de parking mensuel près de chez elle, payé avec l'argent que Julien avait prélevé sur notre compte joint, sans me consulter. Le comble de l'arrogance a été atteint quand Françoise a organisé un déjeuner avec ses amis du 16e arrondissement en utilisant ma voiture pour les emmener dans un restaurant gastronomique de Neuilly. Elle a publié des photos sur ses réseaux sociaux où on la voyait posant fièrement à côté de Emma Peugeot, avec des commentaires sur sa nouvelle acquisition automobile. Ces photos ont circulé dans mon réseau professionnel, créant des situations gênantes où des collègues me demandaient pourquoi ma belle-mère conduisait ma voiture. J'étais obligée d'inventer des excuses embarrassantes pour éviter d'expliquer la véritable humiliation que je subissais. Cette exposition publique de ma situation dégradée ajoutait une dimension supplémentaire à la trahison que je vivais. Julien, loin de comprendre ma détresse, semblait au contraire ravi de voir sa mère si heureuse. Il me répétait constamment à quel point Françoise appréciait ma générosité. Et il laissait entendre que cette situation pourrait devenir permanente, puisque tout le monde y trouvait son compte, sauf moi, évidemment. Mais mon opinion semblait désormais négligeable. Le jour de la réunion organisée par mon père est arrivé plus vite que prévu.
Patrick s'était montré extrêmement enthousiaste à l'idée de rencontrer un directeur technique de Bouygues Construction, voyant là une opportunité inespérée de développer son entreprise. Il s'était rendu à la Défense dans ses plus beaux habits, accompagné de son dossier de présentation soigneusement préparé. Mon père m'avait donné rendez-vous dans un café proche des tours de bureau pour que je puisse assister discrètement à la suite des événements. J'étais nerveuse, partagée entre l'excitation de voir justice rendue et l'appréhension des conséquences que cette révélation pourrait avoir sur mon mariage déjà fragilisé. La réunion s'est déroulée dans la salle de conférence principale de Bouygues, un espace imposant avec une vue panoramique sur Paris. Patrick était arrivé en avance, manifestement impressionné par le prestige du lieu et l'enjeu de cette rencontre pour son entreprise. Quand mon père est entré dans la salle, accompagné de 2 autres directeurs, Patrick s'est levé respectueusement pour les saluer. Mon père s'est présenté simplement comme Mamadou Diallo, directeur technique régional, sans mentionner immédiatement notre lien familial. Il a laissé Patrick faire sa présentation commerciale, évaluer ses compétences réelles et révéler ses véritables besoins financiers. Patrick a expliqué avec une franchise touchante que son entreprise traversait une période difficile et qu'un contrat avec Bouygues représenterait une bouée de sauvetage pour ses activités. C'est au moment où Patrick a mentionné sa situation familiale, expliquant qu'il avait un fils marié qui l'aidait parfois dans la gestion administrative, que mon père a saisi l'ouverture parfaite. Il a demandé innocemment si ce fils habitait toujours chez ses parents ou s'il avait fondé sa propre famille. Patrick a répondu avec fierté que Julien était effectivement marié à une jeune femme charmante prénommée Aminata, d'origine sénégalaise, qui travaillait dans la finance. Il a ajouté, avec un sourire condescendant, que cette belle-fille était parfois un peu difficile sur certains sujets, mais qu'elle s'intégrait progressivement aux valeurs de leur famille grâce à la patience de son épouse Françoise. Le moment de vérité est arrivé quand mon père a demandé le nom de famille complet de cette belle-fille. Quand Patrick a répondu « Aminata Diallo », le silence qui s'est installé dans la salle était électrique. Mon père a alors révélé, avec un calme olympien, qu'Aminata était sa fille unique, celle qu'il avait élevée seule après le décès de son épouse, et pour laquelle il avait sacrifié une partie de sa carrière pour lui offrir la meilleure éducation possible. La transformation du visage de Patrick a été saisissante. En quelques secondes, il est passé de la confiance arrogante à la stupéfaction totale, puis à une pâleur cadavérique quand il a réalisé les implications de cette révélation. L'homme qui pouvait décider de l'avenir de son entreprise était le père de la femme que sa famille traitait avec mépris depuis des mois. Mon père a continué son explication avec une dignité impressionnante. Il a expliqué qu'il venait d'apprendre que sa fille traversait une période difficile dans son mariage, notamment à cause de problèmes avec sa belle-famille qui ne semblait pas apprécier sa présence. Il a mentionné, l'air de rien, l'histoire de la voiture qui avait été confisquée sans autorisation par sa belle-mère. Patrick est devenu de plus en plus livide au fur et à mesure que mon père détaillait la situation. Il réalisait que les comportements arrogants de sa femme et les décisions autoritaires de son fils concernant les biens de leur belle-fille venaient d'être exposés devant l'homme qui contrôlait leur avenir économique. Mon père a alors sorti son téléphone et a montré à Patrick une photo de moi lors de ma remise de diplôme, où il apparaissait fièrement à mes côtés en costume. Il a expliqué qu'Aminata était sa fierté absolue, qu'elle avait brillamment réussi ses études malgré les difficultés, et qu'elle méritait le respect et l'admiration de tous ceux qui l'entouraient, y compris de sa belle famille. Le coup de grâce est venu quand mon père a mentionné qu'il était au courant de la situation financière précaire de l'entreprise de Patrick grâce aux informations contenues dans son dossier de candidature. Il a fait comprendre, avec une subtilité redoutable, que le respect de sa fille était directement lié à sa bienveillance professionnelle future. Patrick a tenté de balbutier des excuses, expliquant qu'il n'était pas au courant de tous les détails de la situation, qu'il allait immédiatement intervenir pour corriger les malentendus et que sa famille avait la plus haute estime pour moi. Ces protestations sonnaient creux face à l'évidence de la situation que mon père venait d'exposer. La réunion s'est terminée par un engagement ferme de Patrick à résoudre immédiatement tous les problèmes familiaux, accompagné d'excuses répétées pour les incompréhensions passées.
Mon père lui a donné jusqu'au lendemain soir pour que sa fille récupère sa voiture et reçoive des excuses formelles de tous les membres de la famille. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Julien que je n'oublierai jamais. Sa voix tremblait de nervosité et de honte quand il m'a annoncé que ma voiture m'attendait dans le parking de notre immeuble, parfaitement nettoyée et avec le plein d'essence. Il m'a présenté des excuses maladroites, expliquant qu'il avait mal évalué la situation et qu'il regrettait sincèrement son comportement. Françoise elle-même m'a appelé dans l'après-midi, son ton arrogant habituel remplacé par une humilité forcée, mais néanmoins satisfaisante. Elle m'a remercié pour ma patience, s'est excusée pour les malentendus et a ajouté qu'elle espérait que nous pourrions repartir sur de meilleures bases familiales. Cette expérience m'a appris que la justice prend parfois des chemins inattendus et que la dignité se défend mieux par l'intelligence que par la colère. Mon père, par sa sagesse et sa position, avait rétabli le respect qui m'était dû sans jamais élever la voix ni menacer quiconque. Si mon histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages.